Mais alors, de quoi parlons-nous? Est-ce que nous parlons bien de cet événement si catastrophique, si cataclysmique, si apocalyptique, qu'il mettra définitivement un terme à toute vie sur Terre? En sommes-nous si sûrs? La fin du monde sera dramatique pour l'espèce humaine. Ça, c'est une certitude. Elle sera d'autant plus dramatique si vous ne savez pas comment réagir. Avant d'écrire sur ce thème, je me suis énormément renseigné sur le sujet. Documentaires télévisés, livres, sites internet, analyses scientifiques, et même la vie de mes proches. Et tous ont un point commun. Et oui, prévoir la fin du monde. En d'autres termes, répondre à ces simples questions, où, quand et comment. Tous veulent répondre à ces questions qui n'ont pas d'autre intérêt que de susciter de la peur. Et je prends pour exemple les très nombreux documentaires télévisés sur le sujet. Documentaires qui mélangent tous images saisissantes, musique prenante, atmosphère étouffante, détails morbides, chaos hystérique, mais surtout l'inéluctabilité de la mort. Et on reste sans voix, les yeux ronds comme des assiettes à soupe, totalement hypnotisés par le sensationnel. Dans ces documentaires, tout y est réuni pour nous faire perdre notre objectivité, en nous laissant convaincus que rien ne pourra empêcher la fin. Et à bien y réfléchir, effectivement, on ne pourra rien y faire. Donc, ces documentaires, côté pratique, c'est zéro. Par contre, côté Draxir, là on est taquet. Et pourquoi ? Eh bien parce que nous parlons d'un événement si catastrophique qu'il impactera l'intégralité du globe terrestre et aura des conséquences sur des centaines, voire des milliers d'années. Et personne, je dis bien personne, ne sera à l'abri sur cette planète. En somme, tous ces documentaires ne sont qu'un étalage de moyens de destruction. En étudiant tous ces documents, je me suis fait, au fur et à mesure, une fausse idée de la fin du monde, en me posant les mauvaises questions. Et je me suis laissé happer par la fantaisie et l'imagination des auteurs, donnant leur propre vision cataclysmique, soutenue par des calculs statistiques super douteux, mais étayés par des scientifiques à calvitie naissante, portant des lunettes à cul de bouteille et des chemises à carreaux super moches. Je me suis laissé convaincre par des prédicateurs exaltés, par des paranoïaques, on nous cache tout, on nous dit rien, totalement immergés dans leur conspiration mondiale. Tous sont focalisés sur la fin du monde. Tous détiennent une part de vérité sur la fin du monde. Tous prédisent la fin du monde. Mais dans quel objectif ? Si ce n'est que de s'y préparer. La question la plus importante à laquelle aucun d'entre eux n'ose répondre est « Comment survivre à la fin du monde ?» Peu importe l'événement déclencheur finalement. Les facteurs inhérents à l'événement déclencheur auront des conséquences qui impacteront durablement la totalité du globe. Son climat, ses ressources, etc. Donc, aucun des habitants de cette planète ne sera véritablement à l'abri, et cela, même à l'intérieur d'un bunker. Les pires statistiques prédisent que 8 humains sur 10 périront, soit directement, soit par un impact d'astéroïdes, un tsunami, supervolcan, tremblement de terre massif, etc., soit indirectement par la maladie, la famine ou les conflits. Et c'est aux 2/10 de la population survivante qu'il faudra véritablement s'intéresser, car eux auront vraiment besoin qu'on s'occupe de leur cas. Ou peut-être de votre cas.
Prenons un exemple sous forme de métaphore. Vous êtes sur la route au volant de votre véhicule quand soudain, un pneu crève et vous vous retrouvez immobilisé sur le bas-côté. Alors, constatant que votre pneu est à plat, vous n'allez pas engager sur le champ une enquête approfondie et scientifique afin de déterminer pourquoi vous avez crevé. Votre pneu est à plat, c'est un fait. Savoir ce qui l'a fait crever est totalement accessoire sur le moment. Le plus important est de savoir que vous avez une roue de secours dans le coffre, mais surtout que vous maîtrisez la méthode pour changer la roue crevée. Pour la fin du monde, c'est approximativement le même principe, mais pas à la même échelle. Alors qu'importe l'élément déclencheur de la fin du monde, personne à la surface de cette planète ne pourra échapper à un événement si cataclysmique. Il faudra donc être préparé à l'accueillir, comme être préparé à la crevaison d'un pneu. C'est-à-dire savoir comment réagir au moment où ça arrive. Et il faut garder à l'esprit que les plus malchanceux dans cette situation seront ceux qui survivront. Quoi qu'il arrive, ces derniers devront s'adapter au changement brutal et radical. Ces survivants devront oublier le passé et faire le grand saut dans l'inconnu, sans le moindre repère. Ils devront vivre au quotidien avec la peur au ventre. Ils devront retrouver l'instinct primitif et ne compter que sur eux. Car force est de constater qu'aucune organisation de secours ne sera assez développée pour subvenir aux besoins de tous les survivants d'un cataclysme mondial, quel qu'il soit. C'est ainsi. Sauf si vous avez une roue de secours. C'est une métaphore. Mais faisons preuve d'optimisme, autant qu'on puisse faire preuve d'optimisme sur le sujet. Ça ne sera pas la première fin du monde que la Terre risque de subir. Les scientifiques en ont recensé 5 depuis le Précambrien, c'est-à-dire moins 600 millions d'années jusqu'à nos jours. Appelées extinction de masse, elles ont eu 2 causes, biologiques d'une part et physiques d'autre part. En voici la liste. La fin de l'Ordovicien et le début du Silurien durant le Paléozoïque, c'est-à-dire moins 440 millions d'années avant moi. Un tiers de la faune marine s'éteint. La cause n'est pas certaine, mais la plus plausible est un désordre climatique. Les véganes, le méthane. Je dis ça, je dis rien. Ce désordre a pour conséquence une grande glaciation qui a rendu difficile l'adaptation des espèces. Je rappelle qu'à cette époque, la vie était essentiellement sous-marine. Cependant, entre la fin du Précambrien et la fin de l'Ordovicien, il s'est déroulé une bonne centaine de millions d'années où il ne s'est rien passé. Tranquille. Une période plutôt pépouse. Le Dévonien, dans le Paléozoïque, moins 380, moins 360 millions d'années avant moi. Durant cette période, c'est pas une grande extinction qu'il y a eu. Les scientifiques en ont recensé 6, ayant une cause biologique et s'étalant sur 3 millions d'années. 70 à 75% des espèces disparaissent. Certes, c'est grave, mais entre l'Ordovicien et le Dévonien, il s'est passé 80 millions d'années sans un trouble. Tranquille. La fin du Permien, toujours dans le Paléozoïque, c'est-à-dire moins 250 millions d'années, toujours avant moi. Cette extinction est marquée par la disparition de 75% des espèces vivant sur les continents et 95% des espèces marines. Les causes sont multiples et étalées sur des millions d'années. Les effets de la tectonique des plaques a eu pour conséquence une régression et une nouvelle configuration océanique, un changement du climat et le réveil de volcans. Là, pour le coup, cette période, c'était bien la merde. Certes. Cependant,
entre le Dévonien et la fin du Permien? Eh bien, il s'est déroulé environ 100 millions d'années où il s'est rien passé. Que dalle. Même pas un point d'inflation. La fin du Trias dans le Mésozoïque, environ moins 220 millions d'années avant ma sœur. Une crise qui va s'étaler sur environ 15 millions d'années, portant sur un changement climatique. Changement climatique qui va quand même causer la disparition de 20% des espèces, donc une extinction de masse, mais cool. Cette crise favorisera le développement de nos amis les dinosaures. Mais entre la fin du Permien et la fin du Trias, eh ben il s'est écoulé une petite trentaine de millions d'années, totalement détendues. Et enfin, la plus connue, l'extinction du Crétacé tertiaire, ou plus largement connue comme l'extinction KT. Alors c'est toujours dans le Mésozoïque, à environ moins 65 millions d'années avant Jean-Claude. Cet événement marque la fin du Mésozoïque, et puis la fin des dinosaures. Hein. Tout ça pour entrer d'un grand pas dans le Cénozoïque. Alors là, attention, on parle d'un impact d'astéroïdes qui aurait soulevé plusieurs milliards de tonnes de poussière dans l'atmosphère. Les effets auraient réduit la lumière du soleil et gêné carrément la photosynthèse. Là, c'est du Spielberg en 4D. Cet impact est localisé à Chicxulub, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Oui, bien sûr, c'est catastrophique. Mais entre la fin du Trias et l'extinction KT, eh ben il s'est passé environ 150 millions d'années sans rien. Pas un accroc. Là, on déguste des beignets de yoga fourrés à la confiture de zen. Et je ne vous parle pas de l'extinction KT jusqu'à nos jours. Un petit 65 millions d'années quand même, hein. Plutôt tranquille. Bon, effectivement, on a tenté des trucs vers la fin. Hein, on avait les moyens de tout éteindre d'un coup, en appuyant sur un bouton, mais on l'a pas fait. Manque de volonté, je pense. Donc force est de constater que depuis moins 600 millions d'années jusqu'à maintenant, eh ben, la vie a toujours été présente sur Terre, malgré 5 grandes extinctions de masse. Entre chaque événement catastrophique, il s'est déroulé un petit 30 millions d'années. Pépère. Chaque extinction n'a rien éteint définitivement. Tiens, elle est conne cette phrase. Si ça n'a rien éteint définitivement, ça peut pas être une extinction, puisque la vie a continué de se développer, de s'adapter, d'improviser, pour finalement dominer. Et on nous stresse la couenne dans l'éventualité de la fin du monde? Faisons maintenant preuve de réalisme. Nous donnons une trop grande importance à ces extinctions, qui ne sont finalement que des accidents. La vie, au sens propre du terme, a évolué, s'est adaptée à son nouvel environnement. Vous pouvez désormais comprendre que ce que l'on nomme de manière tragique une catastrophe, un cataclysme, une extinction, une apocalypse, font partie intégrante du phénomène de la vie et de l'évolution. Alors, quand vous crevez sur la route, n'en faites pas un drame. C'est peut-être la première fois que vous crevez. Mais ça sera peut-être pas la dernière. Ce qui compte, et le plus important dans cette histoire, c'est que vous soyez préparés à cette crevaison. C'est aussi le leitmotiv d'Adama. Alors lui, c'est son boulot d'être prêt à l'action. L'analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, c'est son truc. C'est un domaine qu'il maîtrise grave. Enfin, quand la situation peut être maîtrisée. Et avec ce qui arrive, rien n'est moins sûr.